Bonjour Guillaume. Le président de Mescart Financial Services, donc avec nous depuis Manhattan en direct sur BFM Business. Grégory, les marchés américains qui vont digérer encore aujourd'hui des statistiques assez intéressantes d'ailleurs. Oui, c'est des statistiques extrêmement intéressantes, extrêmement volatiles et en fait qui nous apprennent pas grand-chose, c'est des statistiques sur le logement. Donc il y a deux statistiques, une sur les mises en chantier, en forte baisse au mois de novembre. Oui, mais attention, une baisse de 17% au mois de novembre. Au mois d'octobre, ces mises en chantier revues à la hausse, c'était en hausse de 28% et c'était le meilleur chiffre depuis 1982. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que ces chiffres sont tellement volatiles que la performance du mois dernier, en gros, efface celle de ce mois. Et puis aussi les permis de construire, là aussi une légère baisse, alors que le mois précédent avait été très fort. Donc on ne peut pas en tirer vraiment des déductions, parce que si on lisse ça sur 3 mois, la direction du marché du logement continue à être ferme aux États-Unis. Attention quand même, on est dans un environnement de hausse des taux d'intérêt qui pourrait avoir peut-être plus tard, en tout cas pas encore maintenant, mais peut-être plus tard, quand même un impact sur le financement des nouvelles maisons. Oui, et donc à suivre la réaction de Wall Street à ces indicateurs, à prendre avec des pincettes, on l'aura bien compris. Du côté des entreprises, lesquelles, d'après vous, vont marquer cette séance américaine ? On parle pas mal de Oracle. Vous savez que c'est une des dernières des grosses compagnies à publier ses résultats. Elle déçoit même si les résultats sont plutôt bons. Mais pourquoi elle déçoit? C'est parce qu'en fait, Oracle s'est mis assez tard à sa conversion vers les activités dans le cloud. Alors ces activités dans le cloud sont en forte progression de 80% sur l'année. Tout ça c'est fantastique, mais elles ne représentent que 12% des ventes de Oracle. Le reste c'est du software encore traditionnel avec un modèle donc traditionnel ou d'abonnement ou de vente. Et là c'est une baisse de 2%. Donc Oracle a quand même, je dirais, du retard sur les deux compétiteurs peut-être, tels qu'un IBM ou un Microsoft au niveau de cette transition vers le cloud. Voilà, Oracle à suivre donc parmi les valeurs stars de cette dernière séance de la semaine à Wall Street. Et puis on continuera, j'imagine, de parler de Yahoo après sa forte baisse d'hier. Oui, alors on parle de Yahoo tout simplement parce qu'en fait, Verizon, vous savez qu'ils sont en train de les racheter. Il y a une chose qui les a fait tiquer hier, c'est qu'en fait Yahoo a demandé à tous les gens qui sont sur leur site, aux milliards de personnes qui ont été visées par ce piratage, de changer leur mot de passe. Oui, vous me direz, c'est normal, sauf que on sait historiquement que quand on demande à tout le monde de changer son mot de passe, il y a beaucoup de gens qui tout simplement quittent le site, ne veulent plus y revenir. Donc Verizon a tout simplement peur de perdre beaucoup de monde. Ils avaient estimé qu'ils allaient acquérir 1 milliard de visiteurs mensuels. S'ils perdent 20% de ces gens qui ne re-signent pas sur Yahoo, évidemment, ça aurait un impact sur le prix ou peut-être même qu'ils se retireraient de ce rachat. Donc oui, grosse pression sur Yahoo hier. Grégory Volokin en direct depuis New York et on entendait derrière vous l'ambiance new-yorkaise dans les rues de Manhattan. Grégory donc pour Mescart Financial Services. On est à 8 minutes de cotation désormais à Wall Street. Tiens, justement, on va prendre l'avion et rejoindre sur place à New York, au cœur de Manhattan, Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services. Rebonjour Grégory. Bonjour Guillaume. Il est 9h30, un peu plus chez vous à New York en ce moment, il fait froid. Et on va tirer un premier bilan, Grégory, de cette semaine boursière qui s'est à nouveau bien passée pour Wall Street. Alors on évoquera ensuite la séance du jour, mais si on devait tirer un premier bilan, il serait positif finalement ? Oui, je dirais la seule chose réconfortante avec moins 10 degrés ce matin, c'est en fait le bilan de la semaine. Il était très bon. Pas des hausses tellement fortes en fait. On a tellement l'habitude maintenant ces derniers temps de voir les marchés monter que quand on regarde sur la semaine, on a des hausses entre 0,5 et 0,6% sur les indices. Mais je dirais ce qui a été très très important évidemment, ça a été le fait qu'on a eu une hausse des taux annoncée par la Réserve fédérale qui n'a pas du tout effrayé le marché, on s'y attendait. Ce qui est très important, c'est que le dollar a eu un très gros rallye qui a l'air même de reprendre un peu ce matin, de près de 2%, et que face à ces deux événements qui auraient pu être négatifs pour les marchés, les marchés continuent à progresser avec cette ligne de mire qui est les 20 000 sur le Dow Jones dont tout le monde parle. Est-ce qu'on les atteindra d'ici la fin de l'année? Ça peut animer un peu les discussions en cette fin de semaine. Ouais, direction les 20 000 pour le Dow Jones et les 5 000 pour le CAC 40. Est-ce que la hausse du dollar quand même qui est à des plus hauts de 14 ans face à l'euro, est-ce que cette hausse du dollar, la hausse des taux aussi peuvent in fine finir par constituer un problème pour l'économie américaine? Est-ce que ça risque de mettre à un moment la pression sur la dynamique de croissance aux États-Unis?
Oui, ça a beaucoup de répercussions. La première répercussion, je dirais, ça sera un peu sur les exportations des grandes compagnies américaines. Ça, c'est certainement un négatif. Mais il faut aussi savoir que les compagnies américaines, c'est pas qu'elles sont immunisées contre la hausse du dollar, mais elles savent très très bien gérer ce problème. Par exemple, Dow Chemical ce matin disent que toute leur exposition dollar sur l'euro a été hedgée à 1,15. Alors vous voyez à quel point ils avaient bien joué. Il y en a d'autres qui ont peut-être pas bien joué. Je dirais l'autre effet d'un fort dollar, évidemment, c'est un effet anti-inflationniste. Donc ça facilite un peu le travail de la Fed. Un dollar qui monte, ça veut dire quoi? Ça veut dire une Fed qui sera moins agressive pour remonter les taux. Donc pour le moment, disons, les effets négatifs du dollar, on les a pas encore vus. Il faut attendre les résultats du dernier trimestre, voir ce que les compagnies vont dire. Mais pour le moment, je pense qu'on se repose un peu, peut-être un peu trop même, sur les effets positifs de ce dollar fort. Oui, de ce dollar fort et les effets positifs attendus aussi des promesses de Donald Trump. Il entrera en fonction dans un peu plus d'un mois. Est-ce que ce programme, s'il est mis en œuvre, parviendra à compenser, contrecarrer les éventuels effets négatifs du dollar dont vous nous parliez? Je dirais oui, et sans aucune hésitation. Si le programme tel qu'on l'entend est mis en œuvre, ça sera un grand plus pour l'économie américaine. La question, c'est est-ce qu'il va y avoir de la résistance, même à l'intérieur du parti de Donald Trump, des républicains. Parlons par exemple des baisses d'impôts. C'est clair que Donald Trump veut baisser les impôts, que ce soit pour les individuels ou les compagnies. Il y a déjà quelques républicains qui disent « Ok, très bien, on veut bien qu'on baisse les impôts, mais on ne veut pas augmenter le déficit. » Donc il peut y avoir une certaine réticence pour des mesures qui seraient extrêmement positif pour l'économie, et ces réticences pourraient venir du camp même de Donald Trump. C'est là-dessus, disons, je pense que tout va jouer l'année prochaine, voir si tous ces projets qui sont bons, fondamentalement pour l'économie, vont être appliqués. S'ils ne le sont pas, c'est vrai que les marchés risqueraient d'être déçus. Ce sera dans 1 mois et 6 jours, l'arrivée à la Maison-Blanche de Donald Trump. En attendant, qu'est-ce qui va faire bouger et qu'est-ce qui fait d'ores et déjà bouger Wall Street? Aujourd'hui, on voit que les indices sont en hausse. Le Dow Jones gagne encore 0,2%. Grégory, quelles sont les nouvelles du jour que Wall Street doit digérer? Je dirais il y a quelques nouvelles au niveau des entreprises relativement intéressantes. Une qui montre à quel point Warren Buffett, en 2008, a sauvé, en gros, beaucoup de compagnies américaines. Je m'explique. Alors aujourd'hui, on apprend que Dow Chemical va transformer les actions préférentielles qu'ils avaient émises pour Warren Buffett. Donc Warren Buffett avait acheté pour 2 milliards de dollars d'actions préférentielles de Dow Chemical. C'était du cash qui est rentré dans la caisse de Dow Chemical en 2008. Et ces actions préférentielles, évidemment, comme son nom l'indique, payaient des dividendes très importants. Elle payait 8,5% de dividendes annuels à Warren Buffett. Warren Buffett plaisantait, il disait grâce à ces actions préférentielles, ça me rapporte $6 à la seconde depuis 2008. Donc là, la question c'est Dow Chemical va transformer ces actions en actions ordinaires, mais ça montre surtout à quel point Warren Buffett a fait ce genre d'opération qui lui a rapporté énormément d'argent, puisque dans le cadre de cette opération avec Dow Chemical, ça rapportait à Berkshire Hathaway 250 millions de dollars de profit par année, mais il a fait des opérations similaires avec Bank of America, avec Wrigley, la fabrique de chewing-gum, et maintenant, évidemment, après avoir renfloué ces compagnies quand elles avaient besoin de cash et que les banques n'étaient pas là, Warren Buffett en tire les bénéfices. Donc, une fois de plus, Warren Buffett s'en sort beaucoup mieux que tous les autres. Et voilà, preuve supplémentaire donc de ce talent incroyable de Warren Buffett qui fait jaser encore beaucoup parler aujourd'hui à Wall Street, chez vous à New York, donc Grégory Volokin. Le secteur de la santé, tiens, vous en parlez justement. Il y a aussi une histoire de violation de brevet qui pourrait coûter historiquement cher, qui pourrait entraîner des dédommagements qu'on n'avait encore jamais vus. Exactement, c'est l'amende la plus importante en violation de brevet qui n'a jamais été imposée par un tribunal. C'est 2,5 milliards de dollars pour Gilead. Alors qu'est-ce qu'a fait Gilead? Ils ont 2 produits phares. Ces 2 produits phares sont en fait en compétition avec un médicament qui était plus ancien, qui était de Merck, et Merck disait c'est nous qui avons le premier brevet. Donc la Cour de justice a été du côté de Merck et réclame en gros à Gilead de payer 10% de leurs profits sur ces 2 produits, 10% de leurs profits annuels, 25 milliards de leurs ventes, 25 milliards de ventes pour ces 2 produits, dont Harvoni qui est très connu, 10% c'est 2,5 milliards qui devraient
être versé à Merck. C'est une énorme amende. Et il faut aussi dire que pour Gilead, c'est un petit problème puisque ces deux médicaments représentent 50% de leur vente. Mais enfin, là, l'avenir de Gilead n'est pas en cause. Mais ce qui est en cause, c'est que les compagnies vont faire très très attention, une fois de plus, au niveau des patentes, parce que c'est des amendes quand même extrêmement sévères. Ouais, ce titre Gilead est sous pression, là, moins 1,5% à Wall Street. Un autre titre sous pression dont vous nous aviez dit qu'il marquerait cette séance du jour à Wall Street, c'est le titre Oracle, Grégory, Oracle qui abandonne quasiment 4% en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors Oracle, des bons résultats, mais en fait Oracle montre que dans le cœur de leurs activités, qui est la vente de licences de software, il y a une très très grosse décélération, une baisse des ventes de 19%, alors que on aurait espéré que ces ventes se stabiliseraient. Par contre, ils essayent de sauver le jeu avec leurs ventes d'activités sur le cloud, mais malheureusement, ces ventes d'activités sur le cloud ne représentent pas encore une grande partie de leurs revenus, c'est en gros 12% de leurs revenus, et même si la croissance est très forte dans le cloud, ils sont encore très très loin derrière des leaders, des Salesforce, des IBM, des Amazon, des Microsoft. Donc Oracle, il faut se souvenir que le CEO Ellison avait dit le cloud c'est de la fumisterie. Il avait dit ça il y a quelques années. Évidemment, il s'est trompé, mais ça a fait que sa compagnie a pris beaucoup de retard dans quelque chose qui, évidemment, est non seulement pas de la fumisterie, mais est vraiment l'avenir au niveau du software et au niveau de la délocalisation de la plupart des services informatiques. Oracle, moins 3,8% en ce moment. Un tout dernier mot, Grégory, sur Boeing, qui, alors c'est peut-être lié à l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, je ne sais pas, mais Boeing qui défend sa capacité à créer de l'emploi pour les Américains, y compris dans un contexte de mondialisation. C'est intéressant à un mois de l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Oui, c'est intéressant de voir un peu des chiffres réels d'une des grosses compagnies exportatrices américaines. Boeing a dit hier, écoutez, vous savez, nous, la Chine, c'est 30% par exemple des ventes de notre Boeing 757. Et grâce au contrat que nous avons en Chine, nous faisons vivre, nous employons 150 000 Américains. Donc c'est clair que c'est un signal à Donald Trump, que Donald Trump qui a parmi ses grands credos la protection des emplois américains. Il faut faire attention que si on est trop sévère avec la Chine et que la Chine commence à avoir des mesures de rétention vis-à-vis des États-Unis, ça pourrait avoir évidemment un effet négatif sur l'emploi. Donc c'est un petit avertissement voilé de Boeing face à la future politique commerciale et de traités commerciaux de l'administration de Donald Trump. Toute l'actualité américaine de l'intérieur grâce à Grégory Volokin, donc depuis Manhattan en direct, c'est chaque jour dans Intégral Bourse. Merci beaucoup Grégory, bonne suite de séance à Wall Street, le président de Mescart Financial Services. Ça se passe bien à Wall Street, plus 0,3 sur le Dow Jones, et ça se passe bien aussi à Paris. On gagne.